Bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions d'être présents aujourd'hui pour assister à ce webinaire organisé en partenariat avec Microsoft. Donc, webinaire thème sécurité. Quels sont les pièges à éviter lors d'une transformation vers le SaaS pour les éditeurs de logiciels? Donc, je vous propose d'attendre quelques instants. Nous allons attendre les derniers retardataires. Donc, je vais profiter de ce moment pour remercier et vous présenter nos deux intervenants. Donc, Fabien Méda, directeur Azure Business Development chez Microsoft. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ainsi que Giuliano Ippoliti, directeur RSSI chez Cloud Temple. Bonjour à tous. Concernant l'agenda de... Bonjour, oui. Concernant l'agenda de ce webinaire aujourd'hui, donc, se déroulera en 3 temps. Donc, Fabien Méda prendra la parole en premier. Et ensuite, laissera la parole à Giuliano Ippoliti. Et enfin, nous consacrerons les 15 dernières minutes de ce webinaire pour répondre à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live via l'outil dédié. Et nos intervenants se feront un plaisir de vous répondre. Alors, je vois que il y a du monde qui arrive. Bon, bah, je pense que nous allons pouvoir lancer le live. Fabien, je te laisse prendre la parole. Oui, tout à fait. Si on peut changer de slide deck pour que je puisse commencer. Mais c'est avec plaisir que je suis effectivement avec vous aujourd'hui pour discuter cybersécurité et l'approche que Microsoft a au travers notamment du cloud Azure. On va le voir sur un certain nombre de concepts et d'idées pour vous accompagner, vous, clients, futurs clients ou au travers de nos partenaires. Donc, enchanté d'être avec vous pour cette introduction. Je me présente Fabien Méda, je suis en charge chez Microsoft du business développement autour des technologies Azure au sens global de la chose. Et effectivement, j'interviendrai ce matin pour discuter avec vous et répondre à vos questions en termes de cybersécurité et d'approche de Microsoft dans ce domaine. Alors, je vais aller relativement vite en introduction puisque vous le savez tous et le marché en parle énormément, l'actualité de la cybersécurité et des menaces est très visible aujourd'hui, mais le positionnement de Microsoft, on y reviendra tout à l'heure, est réellement autour de l'accompagnement, qu'il soit technologique ou bien plus global, que l'on va mettre à disposition du marché pour répondre, prévoir et répondre à ces enjeux de cybersécurité. Si on regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, eh bien, on a déjà des infrastructures au sens large, qu'elles soient serveurs, qu'elles soient infrastructures ou qu'elles soient plutôt côté client qui sont globalement beaucoup plus réparties entre des infrastructures internalisées, du cloud public, du cloud privé et des solutions hybrides, voire multi-cloud, qui aujourd'hui multiplient la surface d'exposition en termes de sécurité. Donc, cette surface d'exposition est plus importante, la complexité est beaucoup plus importante, que ce soit dans ces infrastructures ou dans les attaques et dans les menaces qui sont disponibles aujourd'hui ou qui sont présentes sur le marché. Tout ça a deux effets de bord importants aujourd'hui pour nos clients, que sont effectivement le besoin d'investissement ou de se maintenir à jour en termes de réponse par rapport à ces menaces en termes de cybersécurité, et donc sous deux axes, sous un angle économique ou sous un angle personnel, formation, qui est à prendre également en compte pour être toujours en phase et sur la capacité de pouvoir répondre à ces nouvelles attaques grandissantes. Alors les attaques, et aujourd'hui le marché est effectivement assez évolutif. On note que sur l'année 2020, par exemple, eh bien aujourd'hui un certain nombre d'attaques ont eu lieu et notamment aujourd'hui, si on regarde un petit peu les statistiques de cette dernière année, crise du Covid n'aidant pas, eh bien ces attaques ont été multipliées par 4 sur 2020 par rapport aux années précédentes. Et surtout, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ces attaques ne
sont plus uniquement orientés autour d'un déni de service, autour d'une récupération des données, mais se monétisent de plus en plus sur Internet, et que donc le biais de l'attaque n'est pas forcément d'arriver à la fin, qui est de pouvoir récupérer des données ou provoquer un déni de service, mais pouvoir commercialiser un certain nombre de ces attaques, ou même de postes infectés ou de systèmes qui vont quelque part pouvoir amplifier ensuite des attaques sur d'autres systèmes. Donc aujourd'hui, bien prendre en compte que dans ces réflexions autour de la protection, c'est bien sûr pour se protéger, mais pour éviter également de développer ce commerce parallèle autour de ces équipements compromis, de ces mots de passe ou de ces activités de déni de service qui font le beurre d'un certain nombre d'utilisateurs. Alors aujourd'hui, ces attaques évoluent, on le sait tous. L'objet de ces attaques est assez différent et se différencie de plus en plus, que ce soit autour du déni de service, autour de la récupération des données, autour du vol de ces données à des fins de déni de service ou à des fins de commercialisation, on en parlait tout à l'heure. Et donc l'accélération de ces attaques va nécessiter, en termes de protection, et en termes de prévoyance, d'être toujours dans l'actualité et d'être toujours informé et être en mesure de réagir rapidement, c'est-à-dire de prévenir et de réagir rapidement. Et on verra tout à l'heure que cette réponse, telle que Microsoft l'apporte aujourd'hui sur le marché, en direct et via nos partenaires, eh bien c'est effectivement par des produits, des solutions, mais également toute la réflexion et l'accompagnement que l'on doit avoir avec vous en termes d'équipement, de planification, et puis de process et d'individus. Alors aujourd'hui, un investissement très fort de Microsoft dans le domaine de la cybersécurité, avec cette expertise sur différents clouds, puisque aujourd'hui, on va parler principalement d'Azure dans cette migration de services en environnement SaaS, mais aujourd'hui, la capacité que l'on a chez Microsoft est effectivement de regarder et travailler sur nos propres produits, mais également de pouvoir, via ces plateformes de cloud public, eh bien, la capacité d'avoir une visibilité sur énormément d'environnements clients, et donc d'être le plus proactif possible et être le mieux informé dans cette notion de détection et de réponse aux menaces de cybersécurité. Donc, pour vous donner quelques éléments de contexte aujourd'hui, en termes d'investissement, Microsoft aujourd'hui demande à plus de 3500 experts parmi nos collaborateurs de travailler sur ces domaines de sécurité, sur nos propres produits ou sur les infrastructures que l'on met à disposition de nos clients. C'est plus d'1 milliard de dollars d'investissement en termes de sécurité par an que l'on met dans cet environnement. Et encore une fois, bien sûr pour nos produits, mais également pour vous accompagner dans la protection de vos propres plateformes lorsqu'elles sont hébergées sur nos infrastructures. Et donc, les différentes activités vont tourner autour de la détection de ces menaces, de la prévention, mais également de la capacité que l'on a à vous accompagner sur la réponse à y apporter. Alors, on a souvent l'habitude de décomposer notre approche de la sécurité sur 3 parties. Les opérations, c'est-à-dire ce que l'on fait nous-mêmes en termes de bonnes pratiques et d'opérations sur nos plateformes, mais également les conseils que l'on va pouvoir prodiguer à nos partenaires et à nos clients pour utiliser ces conseils d'opération et les implémenter eux-mêmes. Autour des technologies, par nos produits et notamment tous les services de sécurité qu'on met à disposition sur Azure et que vous allez pouvoir consommer lors de ces réflexions d'architecture et ensuite dans l'évolution de ces infrastructures sur le cloud public. Et puis, des partenariats bien sûr avec nos experts de la sécurité sur le marché, donc Cloud Temple fait partie, mais également des acteurs en termes de plateformes de sécurité que l'on va pouvoir venir héberger sur notre plateforme Azure pour avoir une réponse complète et cohérente aux problématiques de cybersécurité aujourd'hui sur le marché. Donc, un des exemples, et on pourrait y passer très longtemps, mais un des exemples de valeur que l'on va pouvoir apporter en termes de cybersécurité sur le marché, c'est la capacité aujourd'hui de pouvoir, de par l'ampleur des services Microsoft sur le marché, que ce soit dans le gaming, que ce soit autour de Microsoft 365, autour de l'identité avec nos services Active Directory ou Azure Active Directory, et bien sûr également par rapport à tous nos services Azure en termes de services d'infrastructure ou de plateforme as a service,
eh bien, de collecter tout un tas d'éléments pour pouvoir détecter et pour pouvoir avoir des signaux faibles par rapport à des attaques ou par rapport à des menaces qui sont en cours ou qui seraient en train de proliférer sur Internet. Ce qui va nous permettre de vous donner les bons éléments de réponse, les bonnes informations pour pouvoir anticiper, prévoir ou corriger rapidement ces attaques et ces cybermenaces. On le sait tous, hein, c'est dans les premiers instants que l'on va pouvoir vous accompagner et apporter la valeur de la technologie Microsoft. Ce que je voulais également vous dire, c'est que la réponse dans le cloud et dans le cloud public autour de la sécurité ne pourra pas être que la responsabilité de Microsoft, que la responsabilité du partenaire ou que la responsabilité du client. C'est une responsabilité partagée. On a l'habitude de parler de cette responsabilité partagée qui va bien sûr dépendre des choix d'architecture que vous allez faire, bouger des machines virtuelles ou alors aller chercher des services de type plateforme ou de type software as a service ne mettra pas le même niveau de responsabilité au même endroit. Par contre, le message à retenir, c'est que quel qu'il soit, eh bien, ce réflexe autour de la cybersécurité et de la protection en termes de sécurité doit être réfléchi avec des services fournis par l'opérateur cloud, des services fournis par le partenaire et des services que vous devrez vous-même regarder ou adapter de votre côté. Et donc, l'approche de Microsoft en termes de sécurité, d'accompagnement sur le cloud Azure peut se résumer en 4 grands pans qui sont présentés ici. Une partie fondamentale autour des architectures Azure avec un certain nombre de bonnes pratiques. Une éducation et un travail ensemble sur les hommes, sur les équipes chez nos clients et chez nos partenaires, autour des processus et bien sûr autour des technologies via nos produits. Alors, je pense que vous aurez les transparents après coup, donc je me suis permis également de vous mettre quelques URL qui vous permettront d'aller chercher les bons pointeurs sur quelques éléments, avec autour des fondamentaux d'Azure, eh bien quelques documents que l'on met à votre disposition, notamment des bonnes pratiques d'architecture que l'on articule autour de ce que l'on appelle le Well Architecture Framework, qui sont des bonnes pratiques bien sûr sur la sécurité, mais en termes de disponibilité, d'hybridité, vous y trouverez tout un tas de contenus. Côté People, eh bien également un certain nombre de livres blancs et de documents pour réfléchir à la façon d'opérer cette cybersécurité et cette réponse au risque d'attaque dans un environnement cloud ou dans un environnement hybride. L'adaptation de vos process en termes de traitement d'incidents, d'anticipation, et d'écriture de ces process. Et puis, bien sûr, toutes les technologies, tous les services Microsoft qui sont à votre disposition ici, que ce soit autour de l'identité, autour de la donnée, autour de la protection de ces workloads que vous auriez migré dans le cloud Azure. Voilà, en introduction et pour poser un petit peu la scène et puis quelques éléments de réponse de la part de Microsoft. Je reste avec vous jusqu'à la fin de ce webinaire et donc à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup, Fabien, pour cette introduction. Donc, je me permets de reprendre la main. Donc, le thème de ce webinaire sont les pièges à éviter quand un éditeur de logiciels migre vers un modèle SaaS. Donc, déjà, analysons rapidement les deux modèles différents, donc le modèle traditionnel de licence et celui de SaaS. Donc le modèle licence se base sur le principe d'acquisition. Donc le client, il achète un package logiciel qu'il gère comptablement avec une immobilisation et le déploie sur son SI. Donc le client est chargé de gérer l'infrastructure, les sauvegardes, la sécurité, bien sûr, donc c'est le focus de ce webinaire. Et les mises à jour de ce logiciel sont souvent payantes. Avec le modèle SaaS, on shift sur un autre paradigme, donc celui de l'abonnement. Donc on a une gestion comptable basée sur des charges récurrentes. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup moins de coûts cachés, en fait. Quand on déploie un package logiciel sur son SI, il y a des coûts annexes auxquels on ne pense pas forcément. Donc, ce sont des coûts, par exemple, des personnes qui gèrent
l'administration système et réseau et de la sécurité. Avec un modèle SaaS, on consomme et voilà, il y a moins de surprises. Par contre, du point de vue de l'éditeur, cela s'associe à beaucoup plus de responsabilités. Donc, la gestion de l'infrastructure est désormais, avec ce modèle, sous la responsabilité de l'éditeur. Et donc, cela implique que sa posture vis-à-vis de la sécurité change complètement. Donc, on n'est plus dans un modèle où on pousse un package au client, mais il y a de nouvelles problématiques à prendre en compte au niveau de la sécurité des données. En tout cas, c'est un modèle qui apporte beaucoup plus d'agilité aux clients. Donc, c'est un modèle qui séduit de plus en plus les entreprises. Et donc, c'est pour cela que nous nous focalisons sur ce modèle et nous passons en examen les bonnes pratiques de sécurité. Alors, j'ai identifié 4 principes pour s'orienter dans cette transition. On va s'arrêter sur chacun d'entre eux. Donc, le premier, Shift Security to the Left. Donc, c'est un slogan qui a été introduit probablement par la culture DevSecOps. Il peut être décliné dans d'autres façons aussi, Shift Security, Security by Design. Donc, l'idée principale, c'est de prendre en compte la sécurité dès le début. Ensuite, l'aspect des lois et réglementations. Donc, on va voir que c'est un aspect très important quand on place des données sur un cloud. Protection des données, le grand classique, la triade CID, donc disponibilité, intégrité, confidentialité. Et l'autre règle d'or, celle de la défense en profondeur, donc qui stipule que chaque mesure de sécurité prise individuellement est faillible, mais on parvient à maîtriser correctement les risques avec un empilement de mesures de sécurité à plusieurs niveaux. Donc au niveau périmétrique, au niveau interne, au niveau protection des données, bonnes pratiques, processus, etc. Donc, si on se focalise sur le premier des principes que j'ai identifié, donc Shift Security to the Left. Alors, le piège classique, je dirais, c'est celui de démarrer trop vite, sans réfléchir suffisamment à la sécurité. Alors, c'est un piège dans lequel il est relativement facile de tomber quand on a la pression du business, du marché, pour livrer rapidement. Donc, on peut prendre certains raccourcis, donc aller vite et négliger pour le coup la réflexion sur la sécurité. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut marcher sur le court terme, mais qu'on paye très cher sur le moyen long terme. Donc, il paraît que le coût de la prise en compte de la sécurité au début est un ordre de grandeur inférieur au coût du rattrapage des des erreurs de conception autour de la sécurité. Donc, c'est beaucoup plus cher de rectifier après coup que de faire les choses bien de suite. Donc, c'est important de prendre en compte les exigences de sécurité dès le début du projet. Donc, le left du slogan du titre se réfère à l'échelle temporelle. Donc, à gauche, donc dès le début, par exemple, se renseigner sur les lois et réglementations. Et c'est pas évident de réfléchir à tout dès le début. Donc, une bonne pratique est de se faire accompagner par un partenaire compétent qui a déjà une expérience sur des migrations applicatives vers le cloud, sur des transformations numériques, et qui peut permettre de gagner énormément de temps et d'argent, surtout sur le rattrapage des erreurs. Alors, pardon. Un autre piège assez classique est celui du lift and shift basique. Donc, lift and shift, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, se réfère à la pratique de prendre une infrastructure on-premise ou sur un cloud privé et de la pousser directement, sans transformation, sur un autre cloud. Donc, en l'occurrence,
le focus de cette présentation est plutôt le cloud public. Quand on fait ça, on perd la possibilité de profiter des services managés offerts par le cloud. Donc, il y a des exemples assez basiques, comme par exemple une base de données. Il peut être vraiment plus intéressant, même au niveau économique, d'utiliser une base de données managée plutôt que d'installer une base de données sur des instances de machines virtuelles. Donc, ça, c'est le point de vue économique. Et d'un point de vue sécurité, c'est intéressant aussi parce que si on installe, par exemple, une instance de base de données sur des instances managées par soi-même, ça veut dire qu'on est responsable des mises à jour, de l'application des correctifs de sécurité, de la haute disponibilité, de la tolérance aux pannes, etc. Alors que ce sont des briques de services qui sont nativement intégrées dans les offres PaaS, donc managées. Donc, il faut systématiquement se poser la question, quand on migre vers une offre, vers un modèle SaaS, la question d'utiliser les services PaaS mis à disposition par les fournisseurs cloud. Ce n'est pas évident de naviguer dans cette complexité. Il y en a des centaines, je pense que ça dépasse même le millier, au moins pour les plus gros acteurs du cloud public. Et donc, encore une fois, il est recommandé de se faire accompagner ou alors, si on en a la chance, de travailler avec des architectes de cloud en interne expérimentés. Voilà, ce sont des architectes qui peuvent réfléchir aux architectures qui sont les plus appropriées, aussi bien d'un point de vue fonctionnel, financier et aussi de sécurité. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de se pencher sur les architectures de type serverless. Donc, les architectures serverless, donc, par exemple, j'ai cité Azure Function, l'équivalent sur AWS, c'est Lambda. Et donc, avec ces architectures serverless, en tant qu'éditeur de logiciels, on décharge une partie importante de la gestion de l'infrastructure sur les fournisseurs cloud qui cachent cette complexité. Donc voilà pour la prise en compte de la sécurité dès le design. Il y a une réflexion, je pense, qui est intéressante à avoir aussi quand, en tant qu'auditeur de logiciel, on fait la transition vers le cloud pour proposer un modèle SaaS, c'est choisir le bon modèle de stockage multitenant. Donc, il y a deux extrêmes et il y a une solution intermédiaire. Donc, le premier extrême est le modèle du silo. Alors, dans le modèle du silo, on déploie un stockage qui est complètement isolé pour chaque tenante. Donc, ça a l'avantage de la conformité. Donc, il y a plusieurs normes de sécurité qui imposent un cloisonnement des données, par exemple, et qui mettent en garde contre le risque d'atteinte au principe de multitenancy, d'isolation des données entre plusieurs tenantes. Donc, voilà, par exemple, si on déploie un compte de stockage spécifique pour chaque client, donc cela va dans le sens d'un isolement complet. Par contre, la difficulté avec ces modèles, déjà, c'est le coût. Et ensuite, en termes de processus de gestion, on se rend compte bien que ce n'est pas idéal de multiplier les instances de stockage. Donc, à l'extrême opposé, il y a le modèle de pool. Donc là, on pousse la mutualisation à l'extrême. Donc, un exemple de modèle de stockage de pool est une base de données unique avec une table unique dans laquelle on gère toutes les données des clients. Donc, le cloisonnement, on va dire, le partitionnement se fait par des clés, des identifiants. Donc ça, évidemment, c'est très intéressant en termes de coût, en termes de déploiement simplifié. Par contre, ça a des inconvénients aussi. Par exemple, s'il y a un souci sur ce pool de stockage commun, il y a tous les clients qui sont affectés, qui sont touchés. Donc, il y a le modèle de bridge qui essaye de prendre le mieux
de deux mondes. Et en opérant une sorte de compromis, on a des modèles avec une base de données unique, avec des tables spécifiques à chaque tenante. Donc voilà, le modèle de stockage de données est très intéressant et voilà, il faut essayer de ne pas se tromper au début. Donc prendre en compte d'un côté les contraintes réglementaires de conformité et d'un autre côté les contraintes opérationnelles, la facilité de gestion et l'agilité. Alors passons maintenant au deuxième grand principe qu'il faut avoir à l'esprit, donc le respect des lois et de réglementations. Alors, il y a un piège dans lequel on peut tomber, je pense, relativement facilement, c'est de ne pas prendre en compte l'emplacement géographique des données qu'on pousse sur un cloud. Donc, c'est intéressant de se rappeler que l'emplacement géographique de données détermine les lois applicables. Donc, c'est un principe de territorialité. Et par exemple, pour des éditeurs français, ça va de soi de recommander une localisation sur le territoire français. Donc ça, c'est possible avec Azure, par exemple, sans problème. Par contre, voilà, il faut faire attention aux options de géo-application et de stockage de sauvegarde, bien s'assurer que quand on met en place ce type d'options, cela ne porte pas atteinte au respect des lois et des réglementations. Donc, ça peut être notamment important quand on parle de données à caractère personnel de résidents européens ou de données médicales. Donc, il y a des catégories de données sensibles, réglementées, donc les données à caractère personnel, médical et les données financières aussi. Donc, l'exemple le plus courant concerne les numéros de carte bancaire qui sont réglementés par la norme PCI DSS. Donc, c'est intéressant quand en tant qu'éditeur de logiciels, quand on va dans le cloud, d'avoir bien à l'esprit les catégories de données sensibles qu'on va héberger. Donc, pour les données à caractère personnel, il faut soigner la conformité au RGPD. Donc, parmi les exigences du RGPD, il y a celle de vérifier le niveau de sécurité de ce fournisseur, de ce sous-traitant. Quand on pose des données personnelles sur un cloud, le fournisseur cloud devient un sous-traitant au sens du RGPD. Donc, en tant qu'éditeur, il faut se rassurer sur son niveau de sécurité. Les données médicales, aussi, voilà, il ne faut pas les héberger n'importe où. Donc, il faut faire attention à ce que l'hébergeur cloud ait la certification HDS. Et un dernier avertissement, il y a des fournisseurs cloud qui, pour gagner la confiance des clients, passent un nombre important de certifications. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le fait que le fournisseur, que l'hébergeur cloud ait une certification, ne s'applique pas par transitivité absolue à tout ce qu'on met sur le cloud. Donc, un exemple un peu, je force un tout petit peu le trait, est celui d'une application de paiement, donc qu'on peut héberger sur un cloud qui a passé des certifications PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017, 27018, etc. Mais si l'application elle stocke les codes CVV en clair, par exemple, dans une base de données, ben là, on est en infraction par rapport aux exigences des PCI DSS. Donc, même d'expérience, j'ai déjà eu le cas en tant que RSSI de Cloud Temple, quand j'ai eu parfois à échanger avec des éditeurs, j'ai eu des cas où on m'assure, oui, nous sommes certifiés PCI DSS et voici notre certification. Et on met en avant la certification du cloud Azure, par exemple. Donc ça, évidemment, c'est intéressant que le cloud sous-jacent soit certifié, mais ce n'est pas suffisant. On a quand même du travail à faire pour s'assurer du respect des normes. Donc, troisième volet, protection des données. Alors, la disponibilité
occupe une place importante. Et parmi les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, il y a celui de construire une architecture qui n'est pas scalable. Donc une architecture qui n'est pas scalable, c'est une architecture dans laquelle le service va avoir des problèmes à être rendu quand on attend des pics de charge ou ce qui peut arriver dans des périodes particulières de l'année ou de la journée. Donc parmi les bonnes pratiques, il y a le fait de privilégier le scale out, donc le scaling horizontal au scaling vertical. Donc c'est une notion très importante. Le scaling horizontal est obtenu par le fait de multiplier horizontalement des instances, par exemple un pool de serveurs derrière un load balancer. Et le scaling vertical est obtenu en boostant, par exemple, la mémoire ou la puissance processeur de machines. Donc les architectures cloud permettent de découpler les fonctionnalités des applications, avec des architectures microservices, avec des petits services qui discutent entre eux par API. Et donc ça permet de mettre en place des architectures qui permettent le scaling horizontal. Et toujours pour le scaling, c'est intéressant de s'appuyer sur les services managés qui sont scalables by design. Donc, c'est le fournisseur cloud qui gère lui-même la scalabilité. Et voilà, cette complexité est cachée aux clients, donc aux éditeurs en l'occurrence. Donc, réflexion similaire pour la haute disponibilité. Donc, encore une fois, les fournisseurs cloud, en particulier les fournisseurs cloud publics, permettent de déployer des architectures multi-AZ, donc avec plusieurs zones de disponibilité. Et cela permet de pallier à des incidents sur un data center isolé. Hein. Donc, voilà, il y en a eu un récemment qui a défrayé la chronique avec des architectures multi-availability zone. On permet de limiter, d'éliminer les SPOF, donc les single point of failure. C'est très intéressant, donc pour pousser la réflexion jusqu'au bout, de déployer une démarche des chaos engineering. En gros, on peut aller jusqu'à volontairement provoquer certaines pannes pour s'assurer que la gestion de ces pannes est automatisée et qu'il n'y a pas de perte de service. La gestion de sauvegarde, donc ça va aussi avec la disponibilité. Donc c'est intéressant, c'est incontournable de se questionner sur son RPO. Donc ça, c'est un acronyme, le Recovery Point Objective, qui détermine la quantité de données qu'on peut perdre. Donc, et au-delà d'une certaine perte de données, les conséquences business peuvent être désastreuses. Donc, le RPO dicte la fréquence de sauvegarde. Et c'est très facile d'utiliser les bons paramètres quand on utilise un service de sauvegarde managé. Donc l'archivage, ça peut être aussi une bonne mesure de sécurité à mettre en place pour une conformité réglementaire. Donc on a la possibilité de rendre les supports d'archivage immutables. Donc on peut mettre en place des verrous pour s'assurer que ce qu'on archive ne bouge pas. Protection contrôle DOS, dernier point. Les fournisseurs du cloud proposent des services de protection anti-DDoS. En général, il y a plusieurs tiers de services. Voilà, la recommandation, c'est d'utiliser au moins le tiers de base, voire plus, le tiers premium, si nécessaire. Voilà. Et pour le coup, cette puissance des fournisseurs du cloud pour lutter contre le DDoS est difficile à reproduire avec ses propres moyens en interne. Alors, compte tenu du temps disponible, j'ai mis dans le même panier intégrité et confidentialité, hein, même si les deux mériteraient une réflexion spécifique. Alors, il y a un piège
qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, c'est le stockage des données sensibles en clair. Donc, quand on stocke des données sensibles en clair, il y a le risque de violer des exigences réglementaires. Et il y a aussi plusieurs scénarios de risque qui sont liés à ça, hein, notamment à des attaquants qui arriveraient à bypasser l'authentification. Voilà, donc on peut activer le stockage, le chiffrement du stockage à plusieurs niveaux. Donc, par exemple, au niveau disque, avec des technologies comme BitLocker. Par exemple, sur Azure, les comptes de stockage sont systématiquement chiffrés. Et il y a des solutions type Key Vault pour protéger les secrets. Donc ça permet d'éviter évidemment la pire des bêtises, entre guillemets, si je peux me permettre, c'est de mettre en dur des secrets dans le code. Mais avec des solutions type Key Vault, on peut même éviter de mettre le secret dans des fichiers de configuration, voilà, qui seraient même protégés par des droits. Le Key Vault, avec des solutions de ce type-là, on récupère par API les secrets à la volée. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux pour les protéger. Et on peut aussi activer le chiffrement au niveau applicatif. Donc, on ne se contente pas dans ce cas-là de chiffrer le stockage sous-jacent, mais par exemple, on rajoute une couche de chiffrement directement pour les données en base. Donc ça demande bien sûr de développer les fonctionnalités qui vont bien au niveau applicatif. Ensuite, sur la sécurisation du code source, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément spécifique au modèle SaaS, ça peut s'appliquer au modèle licence aussi, mais j'ai mis ça en avant quand même parce que quand on migre sur un modèle SaaS, on a quand même une exposition qui est plus grande. Donc, on a une surface d'exposition voilà, importante vu que l'application est disponible en général sur Internet. Donc, pour s'assurer qu'on crée du code aussi sécurisé que possible, il y a la règle de bon sens, je dirais, de former les développeurs au codage sécurisé. Hein. Si les développeurs ne sont pas formés, ils ne vont pas forcément avoir la présence d'esprit, la compétence pour déjouer certaines menaces, éviter certaines erreurs. Il y a le fait d'intégrer la sécurité au pipeline de CI/CD, notamment avec des outils d'analyse de code statique ou dynamique, ou des analyses de dépendance. Et donc, ce qui est spécifique au cloud est la possibilité de déployer des WAF as a service, donc pour protéger ces applications. Donc, je dirais que c'est presque incontournable aujourd'hui, quand on publie une application sur Internet, de la faire protéger par un WAF. Donc, le WAF, Web Application Firewall, donc c'est un firewall qui agit au niveau 7 de la couche ISO et qui est capable de bloquer de menaces applicatives, par exemple des tentatives d'injection SQL, cross-site scripting. Et dernier piège sur lequel j'attire l'attention, c'est celui de ne pas utiliser des fonctionnalités d'IAM. Or, les fournisseurs cloud investissent énormément sur des services de gestion des identités des accès managés. Donc, il faut s'appuyer dessus autant que possible, pas réinventer la roue, pas faire une authentification maison, mais plutôt utiliser des solutions éprouvées qui s'appuient sur l'IAM, sur les services IAM du cloud. Appliquer le principe du manque de privilèges, ça, j'aime bien le rappeler à chaque fois que j'en ai l'occasion, c'est l'une des règles d'or de sécurité. Et déployer la MFA, quand c'est possible, donc l'authentification multifacteur. Donc, authentification multifacteur, bon, je ne pense pas vous apprendre ce que c'est, hein, mais voilà, le couple login mot de passe, on considère que ce n'est plus suffisant pour protéger sérieusement une application. Donc, il faut ajouter un facteur basé sur quelque chose qu'on possède. Par exemple, une application sur son téléphone mobile, une application de type authenticateur. Ensuite, dernier principe, celui de la défense en profondeur.
Alors, c'est une règle d'or aussi, hein, aussi bien que le principe du moins de privilège. Défense en profondeur, donc, comme je le disais en début du webinaire, la défense en profondeur prône une approche par couches multiples de sécurité. Un peu comme quand on souhaite sécuriser une maison, il y a plusieurs couches, hein. On peut avoir un mur d'enceinte, une porte blindée, une serrure performante, une caméra, un système d'alarme, des murs avec des matériaux spécifiques, etc. Et pareil, au niveau de la sécurité logique, on déploie des mesures de sécurité à plusieurs niveaux. Donc, par exemple, au niveau de la gestion des identités et des accès, de l'IAM, la MFA, comme je le disais, est presque incontournable aujourd'hui. Et les fournisseurs cloud permettent aussi maintenant d'avoir des services type accès conditionnel où la décision d'autoriser ou pas l'accès est conditionnée à l'analyse de certains signaux comme l'emplacement à partir duquel la demande de connexion est émise. Donc, par exemple, la réputation des IP qui vont avec. On peut avoir le timing aussi. Hein. Par exemple, si on a une demande d'accès à une minute donnée en France, 2 minutes après la même qui vient de Russie, on peut se dire qu'il y a peut-être un identifiant qui a été compromis. Et l'accès just in time, c'est intéressant aussi. C'est plus pour l'administration des infras, ça permet d'ouvrir à la volée, en gros, les protocoles qui permettent l'administration. Alors, si on analyse maintenant une autre couche, donc celle de la protection des ressources, alors, il y a enfin, les offres cloud incluent en général des outils d'analyse de la conformité, par exemple avec l'application de politiques de sécurité. Par exemple, voilà, Azure Policy permet de faire ça. Ce sont des outils qui permettent de s'assurer que les politiques, que les choix, les politiques, même au niveau technique, hein, au niveau de configuration, sont bien appliqués et qu'il n'y ait pas d'écart. Par exemple, on peut créer une politique qui impose que impose un chiffrement au niveau du stockage des VM. Et voilà, quand on lance l'évaluation de la politique, les instances non conformes sont identifiées. Voilà, ensuite, bon, je ne vais pas m'arrêter forcément sur tous les points. Les groupes de sécurité réseau, le pare-feu. Donc, quand on configure ces outils de filtrage, il faut avoir à l'esprit le principe de deny all. Donc, c'est une déclinaison du principe du mandat privilège. Donc, fermer tout par défaut et ouvrir seulement ce qui est strictement nécessaire pour que l'application fonctionne. Après, voilà, dans le cloud, on a des outils automatisés de gestion des mises à jour, des outils centralisés anti-malware. On a la possibilité d'utiliser des bastions, voilà, pour se connecter aux instances plutôt que de les exposer directement sur Internet. Alors, je continue par la sécurité opérationnelle des opérations, donc déployer des monitoring, principalement monitoring de métriques. Donc, ça peut être la consommation des I/O disques, le trafic réseau, la charge CPU, etc. Et le monitoring des logs. Donc, gérer les vulnérabilités, c'est très important. On peut s'appuyer sur des solutions plus ou moins automatisées. Et le SIEM, donc le SIEM est une offre qui est vraiment très intéressante aussi pour identifier des comportements anormaux ou potentiellement malveillants, donc par agrégation de plusieurs signaux, donc de logs, de métriques, etc. Donc en tant qu'éditeur
de logiciels qui migrent vers un modèle SaaS, c'est intéressant de se pencher sur ce type de service. Et in fine, et j'arrêterai la présentation sur ça. Au niveau de la sécurité applicative, donc c'est intéressant déjà de se doter d'un système de classification des données, donc pour appliquer les mesures de sécurité à bon escient en fonction de la sensibilité des données. Par exemple, le chiffrement, on peut être tenté de l'appliquer par défaut à toute donnée qu'on traite, mais on aura une pénalité entre guillemets en termes de performance. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre voilà, le fait de laisser des données sensibles en clair, le fait de tout chiffrer avec la perte de performance. Et dernière chose, DLP, donc Data Loss Protection, ou aussi appelé Data Leak Prevention. Ce sont une famille de solutions qui permettent d'identifier des fuites de données. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité, notamment depuis le RGPD. Donc, les fuites de données sont associées à des obligations légales de communication. Mais bon, c'est bien d'être proactif là-dessus et d'essayer de mettre en place des mesures qui permettent de reconnaître cela avant que ça fuite dans la presse ou avant qu'on trouve dans les forums du dark web des dumps de données en vente, comme Fabien le montrait tout à l'heure. Donc, j'ai terminé le contenu qui était prévu et je suis à disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup, Juliano. Donc oui, effectivement, on commence à avoir quelques questions. Donc surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser vos questions via l'outil dédié. Nos intervenants se feront un plaisir de vous répondre. Donc la première question que nous avons, c'est quel est le niveau de confiance que l'on peut accorder à un fournisseur cloud? Il faut aller l'auditer. Non, je plaisante. Ça, c'est pas tout le temps évident d'aller aller auditer un fournisseur. On ne débarque pas auditer Microsoft ou un Amazon. Après, il y a une façon, on va dire, plus pratique de procéder. C'est via l'étude, je dirais, déjà de sa réputation, de ses certifications. Ça, sachant que là-dessus, les fournisseurs de cloud public font preuve d'un grand niveau de transparence. Vous pouvez trouver les rapports d'audit qui sont téléchargeables après avoir validé un accord de non-divulgation. Faire bien attention aux engagements de service, aux conditions d'utilisation. Voilà, donc ce sont les outils qu'on a à disposition, je dirais, pour pas travailler avec n'importe qui et s'assurer du sérieux du fournisseur. Si je peux compléter, je vais effectivement complètement dans ton sens autour de la transparence et tu parlais d'une fonctionnalité tout à l'heure just in time qui fait que effectivement en toute transparence, on peut même effectivement demander l'accord à notre client avant de pouvoir prendre la main sur un des assets, même à des fins de maintenance ou de troubleshooting, etc. C'est-à-dire que vous avez l'assurance que, y compris nos ingénieurs chez Microsoft, n'accèdent à vos données ou à vos plateformes uniquement si vous en donnez, vous, l'autorisation. Donc, une complète transparence également dans l'accès à ces différentes données. Merci Fabien, merci Juliano pour cette réponse. Donc, nous avons une seconde question qui est « Je suis éditeur, ai-je le droit de pen-tester mes applications dans le cloud ?» Alors j'ai un début de réponse, mais je pense que Fabien peut probablement peut apporter une réponse spécifique à Microsoft en tout cas. Je te laisse la main, Fabien. Oui. Donc effectivement, on recommande d'ailleurs à nos clients de pouvoir tester ces différentes plateformes avec notamment le fait de pouvoir mener des tests d'intrusion.
Donc, historiquement, il y avait une demande à faire auprès de Microsoft, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, vous êtes libre aujourd'hui de faire des tests d'intrusion sur vos plateformes et on le recommande. Ouverture de port, accès, authentification, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de bonnes pratiques d'ailleurs qui existent sur le marché qui vont permettre de tester ça. Et puis, on en recommande un certain nombre. Vous pourrez trouver des éléments sur notre site Internet. Une petite particularité, par contre, sur des tests de type attaque par déni de service, puisqu'en fait, on a une partie de notre infrastructure qui défend également vos assets dans le cloud. Donc, dans ce cas-là, on a un accord de partenariat plus particulier avec un des acteurs que l'on trouve aujourd'hui sur le cloud, qui nous permet effectivement d'avoir cette partie-là. Donc, on travaille avec Breaking Point Cloud, qui est Suite Technologies, qui est une solution ouverte qui permet effectivement de faire des tests d'attaque. Et l'intérêt, c'est que ça nous permet également d'avoir, nous, du reporting et d'enrichir donc également toutes les solutions anti-déni de service. Pareil, Junano tout à l'heure de services de type WAF ou d'autres. Eh bien, dans beaucoup de services Microsoft frontaux, que ce soit du load balancing, du pare-feu applicatif, eh bien, on embarque nous-mêmes des technologies d'anti-déni de service. Et donc, ça permet également de mener ces tests, d'enrichir nos propres plateformes et de continuer à apporter plus de services. Merci beaucoup, Fabien. Je vous propose de sélectionner une dernière question, mais pas des moindres. Cloud privé ou cloud public? Comment choisir? C'est une très vaste question. On pourrait en parler pendant un bon moment. Alors, je vais essayer de réfléchir à quelques éléments de réponse assez synthétiques compte tenu du temps qui nous est imparti. Alors, les avantages du cloud privé, je dirais, se basent sur le fait déjà qu'on peut imposer un ensemble d'exigences avec un contrat spécifique. Donc, on a un rapport de force qui est différent de celui qu'on a avec un cloud privé, un géant comme Microsoft, ou Amazon, Google, Alibaba, etc. Et donc, ce qui est important, en tout cas, quand on travaille avec un cloud privé, c'est de faire attention aussi à son niveau de certification. Donc, je dirais que le minimum indispensable est ISO 27001. Et pour le cloud français, en tout cas, il y a un référentiel très exigeant qui est Secnum Cloud de l'ANSSI, donc Cloud Temple. J'ai l'occasion de rappeler qu'il est en cours de qualification, donc qui impose vraiment des contraintes très fortes sur la sécurité des données. En termes d'inconvénients du cloud privé, c'est que voilà, par rapport aux fournisseurs de cloud public, les clouds privés ont encore un petit temps de retard en matière d'automatisation, d'élasticité, de provisionnement en self-service. Donc, si vraiment on a un focus très fort sur ces derniers éléments que je viens d'évoquer, voilà, il est raisonnable de se tourner vers le cloud public. Après, rien n'empêche de mettre en place des architectures hybrides pour essayer de tirer le meilleur parti de deux mondes. Par exemple, voilà, si on est frileux en termes de, par exemple, par rapport au Cloud Act, donc ça c'est quelque chose dont les clients me parlent souvent. On peut mettre ces données les plus sensibles sur un cloud privé et utiliser le cloud public pour d'autres applications qui stockent de données moins sensibles ou pour des environnements qui ne sont pas soumis à des exigences réglementaires aussi fortes. Sachant que si je reviens sur le Cloud Act, il y a un moyen
de s'en protéger au niveau applicatif, c'est le fait d'appliquer du chiffrement côté client, client-side encryption, mais ça demande du travail de développement. Donc avec la client-side encryption, on chiffre ces données avant même de les pousser sur le cloud. Comme ça, même si le gouvernement américain les saisit, mais il n'aura pas les clés de chiffrement. Voilà. Donc ça c'est un moyen de peut-être de conjuguer protection des données et utilisation du cloud public. Voilà, quelques minutes, hein, mais c'est vraiment un vaste sujet. Hein. N'hésite pas, Fabien, à rebondir, même si tu es un peu jugé parti. Hein. Oui, je suis un petit peu jugé parti. Effectivement, il y a ce sujet qui, chez nous, est traité de deux façons, avec effectivement une notion d'hybridité, donc la capacité pour vous, effectivement, de choisir d'un workload à l'autre, que ce soit de la donnée ou de l'exécution, de choisir de le traiter dans le cloud public ou effectivement dans une partie cloud privée, hein, c'est-à-dire qu'on a également cette réponse hybride dans un environnement Microsoft, hein, avec effectivement la flexibilité du cloud public et puis une capacité d'opérer de manière indépendante ou partiellement indépendante du cloud public. Et effectivement, tu le disais très bien, hein, pour les clients qui se posent effectivement des questions précises par rapport au Cloud Act ou etc. Il y a plusieurs réponses sur effectivement la capacité de choisir exactement l'emplacement où seront stockées les données, de les chiffrer côté client avec effectivement des clés que nous n'avons pas, nous, côté Microsoft, hein, donc soit sur du chiffrement client tel que tu le disais, soit effectivement de demander au cloud provider de faire le chiffrement, mais avec une clé qui est connue uniquement du client, qui est une autre réponse. Dans les deux cas de figure, tu as raison, ne possédant pas cette clé, même si nous venions à être appelés à partager de la donnée, dans un cadre particulier par le gouvernement américain, on serait effectivement juste en mesure de partager les données chiffrées et donc pas les données en clair, puisque Microsoft, dans ce cas-là, ne possède pas non plus la clé. Donc, c'est effectivement la meilleure réponse qui permet de concilier à la fois la souplesse du cloud public en termes de services évolués. Hein, tu parlais de services applicatifs, bases de données ou autres, qui vont être effectivement des services évolués et l'élasticité du cloud public, tout en ayant cette forte protection des données qui est un enjeu important pour beaucoup de nos clients aujourd'hui. Tout à fait. Alors, il est 11h58. Le timing a été respecté. Je vous propose de clôturer ce live. Donc, nous sommes très heureux de voir que ce sujet vous a autant intéressé. Nous vous remercions pour votre participation. On remercie également Fabien et Giuliano. Le replay sera à votre disposition très prochainement. De plus, vous pourrez aussi le retrouver sur nos réseaux sociaux et sites internet. N'hésitez pas à suivre notre actualité. On ne manquera pas de vous communiquer les dates de nos prochains webinaires. On vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir, bonne journée.